les questions de renseignement d'ordre général, je note que votre 5e rapport en matière de territoire d'outre-mer est beaucoup plus poussé que le 6e rapport. Vous y avez fait mention dans le précédent rapport sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en disant que la France s'était engagée à respecter les dispositions de cette déclaration sur l'ensemble de son territoire, y compris dans les collectivités d'outre-mer. Ce rapport a également dit que la République s'est attachée à en prendre en compte les aspirations exprimées par ces populations. Sur la Nouvelle-Calédonie, on disait à l'époque que les dispositions de l'accord de Nouméa font souvent écho à celles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et cet accord est encore signé entre l'État et les représentants politiques de populations autochtones. Eh bien, en mai 2024, et malgré les dispositions de l'accord de Nouméa, qui est d'ailleurs une assise constitutionnelle et qui prévoit un processus de transfert progressif du pouvoir de la France à la Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'élargissement du corps électoral de Nouvelle-Calédonie et des milliers de manifestants kanaks se sont mobilisés pour dénoncer ces réformes qui auraient été votées sans consultation adéquate ou consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des membres du peuple kanak ou de leurs institutions représentatives. En l'absence de dialogue suffisant de la part des autorités, un violent conflit fait rage depuis cette date. Le gouvernement français a déployé de considérables moyens militaires pour rétablir l'ordre, mais au prix de nombreuses allégations concernant un usage excessif de la force qui aurait conduit à plusieurs morts parmi les manifestants kanaks et les forces de l'ordre, ainsi que des blessés. Le réseau social TikTok a été bloqué pendant 14 jours. D'après des informations reçues par ce comité, au moins 11 personnes auraient été abattues, 169 auraient été blessés, presque 2700 manifestants ont été arrêtés, dont beaucoup auraient été arbitrairement détenus. Plusieurs d'entre eux ont également été transférés vers la France métropolitaine. Il y a également d'allégations de criminalisation des défenseurs des droits de l'homme, kanak, par l'application abusive du droit pénal. Et bien que des actes de violence et de dommages aux biens privés et publics ont été commis, comme l'a référé la chef de délégation, les moyens utilisés, l'intensité de la réponse répressive, la gravité des violences rapportées, ainsi que le nombre de morts et de blessés sont particulièrement alarmants. Il apparaît que les violences actuelles dans le territoire soient en lien avec les réformes de l'accord de Nouméa et en manque de progrès dans le processus de décolonisation. Les questions pour cette première partie. Pourriez-vous nous communiquer des informations sur les progrès réalisés, sur la question relative à la détermination des territoires non autonomes, non seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de la Polynésie française, et des processus de participation et de consultation mis en place avec les peuples autochtones vivant sur ces territoires pour obtenir leur consentement libre et éclairé quant aux modalités d'organisation de consultation sur leur autodétermination et accès à l'indépendance. Estimez-vous ratifier la Convention 169 de l'OIT? Concernant maintenant les constatations du comité. D'après votre rapport, les constatations du comité ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'État auquel elles sont adressées, mais le gouvernement met en œuvre de bonne foi ces constatations autant qu'il le peut. Si on prend les affaires Ebadj contre France et Yaquet contre France sur le port de voile intégral, l'affaire 5, l'affaire Couchet, l'affaire EFIA et l'affaire Messoud Naïma contre la France, aucune des décisions rendues dans ces affaires ne semble avoir été suivie et exécutée. Donc mes questions, suite à nos observations finales de 2015, quelle valeur revêt ainsi pour votre délégation une constatation du comité? Est-ce que selon l'État français, nos constatations ne devraient être suivies que dans le seul cas où le comité estimerait une complainte inadmissible ou serait d'accord avec les arguments présentés par le gouvernement français?
Et jamais dans le cas où il concluirait à une violation, quel est le sens alors d'avoir ratifié le protocole facultatif au pacte? Et en cas de conflit entre les dispositions du pacte et la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles devront alors prévaloir et sous quelle justification? Commençons par exemple par les problèmes concernant la Nouvelle-Calédonie. Le problème de la Nouvelle-Calédonie est surtout en résultat, une conséquence de projets qui sont apparus en France en mai 2024, dont je parlerai seulement du projet Marty, qui entraînerait une totale révision de l'accord de Nouméa. Donc, la réaction de la ou des populations de la Nouvelle-Calédonie sont la conséquence de ces projets qui sont en ce moment-ci en suspens, mais je retiens qu'il y a tout de même de la part de la délégation et de la part du gouvernement français cette idée de continuer à poursuivre les efforts vers la décolonisation de cette région en accord avec les autorités locales, notamment le Sénat coutumier. Donc je crois que c'est un pas très positif. Et le fait que vous avez mentionné de geler le projet de loi concernant le rôle électoral qui inclurait 25 000 nouvelles personnes ayant moins de 10 années sur le territoire et le fait de reporter les élections provinciales à 2025 sont nos signes positifs dans le sens qu'on permettrait alors que les conditions pour la médiation entre les autorités locales et les autorités françaises puissent arriver à bon terme. Il y avait une information concernant la Nouvelle-Polynésie que vous m'avez dit qu'il n'était pas inscrit sur les territoires non autonomes, mais il semble qu'il y a une résolution des Nations Unies de 2013 qui a réinscrit la Polynésie française sur les territoires non autonomes. Donc, probablement, il y a ici quelque chose éventuellement à y éclaircir. Venons maintenant aux constatations du comité. Respectueusement, nous ne sommes pas d'accord avec votre approche, comme vous pourrez bien vous en rendre compte, parce que nous croyons que le fait d'avoir ratifié le protocole facultatif entraîne des responsabilités. Les responsabilités, ce n'est pas simplement que les cas soient présentés devant nous, mais que les conséquences de ces présentations, notamment pour les victimes, aient un résultat quelconque, pratique. Et donc, faire de considérer que nos constatations, en fin de compte, n'ont pas un caractère contraignant, on se demande alors qu'est-ce qu'on fait là. Je voudrais vous dire que dans cette composition, il y a du moins 3 juges et un procureur, donc l'approche que nous faisons ou que nous entamons concernant chaque constatation qui est présentée devant nous est exactement la même que poursuit la Cour européenne des droits de l'homme. Ayons dit cela. Et n'étant pas d'accord sur cette question, je voudrais maintenant passer à la question de la magistrature. J'ai écouté avec attention vos réponses. Elles me laissent un peu sur ma faim, parce qu'en fin de compte, je ne sais pas si les magistrats français et du siège et du parquet seraient totalement d'accord avec les informations que vous nous avez transmises. Je passe sous silence le fait que le garde des Sceaux a été traduit devant la Cour de justice de la République pour éventuelle infraction de ses fonctions en matière de crimes et de délits. Et je considère d'ailleurs que cette Cour suprême de la République est un fort spécial pour les ministres. Très intéressant parce qu'il est composé de 15 membres, dont 12 sont parlementaires et 3 juges de la Cour de cassation. Ce qui veut dire que les parlementaires se jugent entre eux. Maintenant, pour la composition du Conseil supérieur de la magistrature, voilà, c'est le diable, c'est dans le détail, parce que comme vous le savez certainement, les avis dans les récentes années, non seulement du Conseil consultatif des juges européens, mais également du Conseil consultatif des ministères publics européens du Conseil d'Europe, sont clairs dans le sens que la composition des conseils supérieurs devrait avoir une représentation
majoritaire des magistrats concernés. Ce qui ne va empêcher en rien, comme il y a dans plusieurs autres pays, qu'il y a des représentations d'autres parties de la société pour garantir la transparence et pour garantir d'éviter cette conception de corporativisme dont parfois les magistrats peuvent être accusés. Mais c'est une question d'impartialité et c'est une question d'indépendance. Et je souligne cet aspect parce qu'il me semble assez important. Pour les techniques de renseignement, je remercie vraiment les informations qui nous ont transmises, qui ont été très complètes. Mais je souligne quand même que ces dernières années, il y a eu un renforcement assez considérable de mesures antiterroristes, mais les chiffres d'actes antiterroristes ont une expression, comme vous l'avez écouté, très faible sur l'ensemble des communications dans le casier judiciaire. Donc c'est une question aussi de proportion, parce que, d'après mes informations, et vous le connaissez beaucoup mieux que moi, la plupart des phénomènes terroristes maintenant sont déjoués par la coopération entre services de renseignement, notamment au niveau européen. Donc le genre de renforcement dont on insiste en France, on se demande s'il y a de la proportion entre les faits qui maintenant sont sur votre territoire, je ne parle pas de 2015 et 2016, mais je parle de l'actualité, si ce genre de mesures d'encadrement législatif et de renforcement de l'activité des forces de l'ordre se justifie par le genre de menace qui est maintenant auquel l'État parti maintenant se confronte. Et je voudrais terminer tout simplement par vous demander quelques éclaircissements sur la question de renseignement, parce que si vous les avez transmis, je ne l'ai pas retenu, notamment pour les communications entre services de renseignement, quelles informations peuvent être transmises entre elles et quelles exigences sur leur traçabilité sont en place, et quelle est la durée de conservation des renseignements et quels sont les moyens de contrôle de ces transmissions et par quelle entité.